Bonsoir et bienvenue à ce nouveau débat du mardi de l'ESSEC, organisé avec le concours du cabinet d'audit du conseil Mazars, du groupe La Poste et du cabinet de conseil en stratégie opérationnelle Willy. Ce soir, nous recevons 3 personnalités du Bouzebou francilien. 2 fonctionnaires, un architecte de Rome. 3 stars qui sont à l'aménagement urbain de l'Île-de-France, ce que Rihanna est à l'industrie du spectacle. Certes, vous ne les connaissez peut-être pas. Mais ce sont eux qui pilotent la construction du métro du XXIe siècle, qui choisissent les lignes architecturales des gares de demain et mettent en œuvre le développement économique de votre région. Franciliennes, franciliens, vous êtes tous concernés par ce grand Paris que dessinent nos 3 invités, au sens propre comme au sens figuré. Leur ambition commune, faire du Grand Paris une métropole rayonnante, plus juste et équilibrée, une ville-monde exemplaire par ses performances économiques, son urbanisme et son architecture. Rien de moins. Et pourtant, rien de neuf. Captif de Sainte-Hélène, Napoléon écrivait déjà il y a tout juste 2 siècles « Je voulais que Paris allât jusqu'à Saint-Cloud. Et dans mon système d'univers, je rêvais d'une grande capitale. Parfois, je voulais qu'elle devînt une ville de 2, 3 ou 4 millions d'habitants. En un mot, quelque chose de fabuleux, de colossal, d'inconnu jusqu'à nos jours, et dont les établissements publics eussent répondu à la population. Si le ciel lui donnait seulement 20 ans et un peu de loisirs, on aurait cherché vainement l'ancien Paris. Il n'en fut pas resté de vestiges, et j'aurais changé la face de la France. » Cette modeste ambition impériale fut finalement reprise par son neveu et le baron Haussmann. Car dans tout projet pharaonique, il y a un Ramsès et des maîtres d'œuvre. Sans la volonté politique de Napoléon III et le dynamisme du préfet de la Seine, Paris n'aurait pas connu une telle transformation sous le Second Empire. À l'époque, on ne s'embarrasse pas avec les concertations publiques ou les problèmes de gouvernance. Les faubourgs de Paris sont annexés, en toute simplicité. Le dernier monarque français ne parvient toutefois pas à étendre, comme il le souhaitait, le Grand Paris impérial de Saint-Germain-en-Laye à Marne-la-Vallée. Depuis, le RERA a fait ce dont Louis-Napoléon rêvait. En 2007, c'est Nicolas Sarkozy, un autre César, qui a porté la vision politique du Grand Paris. 10 années de changement et un changement de majorité plus tard, le projet a évolué, mais reste conforme à la volonté initiale de remettre l'architecture au cœur des politiques publiques. Tandis que Philippe Yvain pilote la construction du Grand Paris Express, le nouveau métro au cœur de la monumentale opération d'aménagement, Jacques Ferrier veille à l'unité architecturale de ces nouvelles gares. À la tête de l'EPADESA, bel exemple d'acronyme administratif, Hugues Parent est quant à lui le maître d'œuvre du rayonnement de la Défense, symbole du dynamisme métropolitain à l'international. Nos 3 invités incarnent ainsi la mise en cohérence des principaux objectifs du Grand Paris, la mobilité, l'aménagement urbain et le développement économique et social. Un trio de choc, au profil varié, qui mérite d'être plus amplement présenté. Commençons par Philippe Yvain, puisque c'est un ancien président des Mardis de l'ESSEC. Vous êtes donc diplômé de l'ESSEC et de Sciences Po, et vous faites partie, monsieur Yvain, de cette catégorie de serviteurs de l'État qui préfèrent l'ombre à la lumière. L'Île-de-France et les politiques de la ville sont les fils rouges de votre parcours, qui semblent aussi cohérents que méthodiques. Vous avez notamment été directeur de cabinet du maire d'Épinay-sur-Seine, du préfet de l'Essonne, puis de Claude Barthelone, alors ministre de la Ville. Loin des dorures parisiennes, vous dirigez ensuite successivement les services départementaux de l'Oise et de la Seine-Saint-Denis, sous l'autorité du même Barthelone, avant de devenir conseiller de l'ancien Premier ministre, notre héros national. Cette proximité avec l'homme fort du pays nantais et le patron du 9-3, qui est aussi l'initiateur du transport du Grand Paris, vous permet d'être nommé président du directoire de la Société du Grand Paris en 2014, en lieu et place de votre prédécesseur, dont le principal défaut était d'avoir été nommé par la droite. Désormais sous le feu des projecteurs, vous êtes chargé de la réalisation du métro du XXIe siècle. Un investissement total de 28 milliards d'euros pour construire 200 km de métro automatique, soit le doublement du réseau existant, et 68 nouvelles gares qui accueilleront 2 millions de visiteurs par jour d'ici 2030. Je parle lentement pour que vous saisissiez l'ampleur du projet. À terme, le super métro devrait générer un bénéfice économique de 60 milliards d'euros, soit l'équivalent du PIB national de la Birmanie ou du Luxembourg. Le recours au superlatif s'impose pour décrire le chantier du siècle,
lancé en fanfare samedi dernier. Pour construire ces nouveaux réseaux, Paris sera un temps outragé, brisé, martyrisé. Il faudra exproprier, démolir du bâti, déplacer des réseaux enterrés, défricher des bois et des forêts, dépolluer et creuser, beaucoup creuser. Une fois les espaces en sous-sol libérés, la construction et l'aménagement des gares pourront commencer. Et pour mener à bien ce chantier colossal, qui aboutira, si tout va bien, dans une quinzaine d'années, vous serez épaulé par un architecte-ingénieur renommé, j'ai nommé Jacques Ferrier. Mandaté pour assurer l'unité des gares du Grand Paris, vous veillerez, Monsieur Ferrier, à ce que ces dernières respectent la charte graphique que vous avez élaborée. Votre objectif est de concevoir, je cite, des gares à la fois pratiques, accueillantes et ancrées dans leur quartier. À croire que vous vous inspirez de la gare de Cergy-Préfecture. Quoi qu'il en soit, votre signature architecturale fondera l'identité du nouveau réseau, au même titre que les carreaux en céramique et que le nom des stations sur fond bleu ont contribué à la notoriété du métro parisien, inauguré en 1900 par Fulgence Bienvenue. Ceux qui connaissent vos travaux sur la ville sensuelle ont sûrement hâte de fréquenter ces nouvelles gares, dont l'ambition est de mettre en éveil nos sens pour faciliter et fluidifier nos déplacements. Tout un programme. Mais avant d'avoir le privilège d'associer votre nom au réseau du Grand Paris, vous avez dû vous faire un nom et une réputation. À 28 ans, vous étiez déjà employé chez Norman Foster et Associés, à l'ombre d'un autre grand nom du métier. Votre première œuvre, le Centre de recherche de l'École des Mines, est déjà primée. Quelques années plus tard, vous montez l'agence Jacques Ferrier. Votre nom sera dès lors associé à l'ensemble de vos réalisations. Citons en vrac le musée Tabarly à Lorient, la rénovation du Collège de France, les sièges d'Air France et de Piper Heidsieck, ou le fameux pavillon France pour l'exposition universelle de Shanghai, qui attira 10 millions de visiteurs et vous éleva au rang de starchitecte. En somme, la liste de vos réalisations architecturales n'a d'égal que le nombre de postes occupés par Hugues par an dans la haute fonction publique. Né un 14 juillet, dans une famille de hauts fonctionnaires, le petit Hugues était, il faut le dire, vraisemblablement destiné à servir l'État. À Sas, Sciences Po, puis l'ENA, vous ne perdez pas votre temps pour perpétuer la tradition parentale. Et comme votre père, ancien patron de la DST, vous choisissez la préfectorale, tandis que votre frère, aujourd'hui ambassadeur au Caire, choisit la diplomatie. De la Martinique à la région PACA, en passant par la Haute-Saône, l'Orne ou le Var, vous représentez le gouvernement dans la pure tradition des préfets de Napoléon. Après avoir manqué l'occasion de diriger les renseignements généraux en 2004, vous finissez tout de même par accrocher votre casquette brodée d'or et prenez en 2013 la tête de l'établissement public d'aménagement de la Seine, de la Défense, Seine-Arche, EHPAD des Alpes. Une fois n'est pas coutume, le choix de vous nommer à la direction de l'ex-EHPAD n'est pas fondé sur un quelconque lien de parenté avec Nicolas Sarkozy, mais plutôt sur votre expérience. Comme ancien directeur national du tourisme et ancien VRP de l'attractivité française dans les bureaux américains de la DATAR, la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale. Vous pilotez désormais le développement du plus grand quartier d'affaires d'Europe, bien connu des étudiants de l'ESSEC, qui occupe ces grandes tours comme une autre jeunesse de France occupe la place de la République. En charge de l'aménagement et du renouvellement urbain, vous vendez et rénovez les immeubles qui ont été construits et pensés par les collègues de M. Ferrier. Vous ambitionnez aussi de réconcilier les Franciliens avec le quartier de la Grande Arche en transformant le Business Hub en Social Hub. La mince affaire. Je vois déjà quelques sourires dans la salle. Pourtant, dans quelques années, nombre d'entre vous emprunteront tous les jours la nouvelle ligne 15 pour rejoindre les tours de la Défense depuis Saint-Cloud ou depuis Saint-Denis, sait-on jamais. Un lundi de novembre, coincé entre les vitres sales de la rame et les autres voyageurs un peu pressants, vous vous souviendrez peut-être que la construction du réseau que vous empruntez, l'architecture des gares dans lesquelles vous traînez vos souliers et l'aménagement du quartier dans lequel vous usez votre santé ont été supervisés par nos 3 invités. Nous vous souhaitons un agréable débat. Charles. Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comme toujours, nos invités ont la possibilité de réagir à la présentation que vient de faire Charles.
Est-ce que par conséquent vous avez une réaction, une remarque à faire? Sinon, pour dire que c'était super. Très bien, donc nous pouvons commencer ce beau débat avec peut-être le Grand Paris institutionnel. Le projet du Grand Paris conjugue attractivité économique et qualité de vie, chantier d'envergure historique et impératif de proximité, la maîtrise de la densification urbaine, l'amélioration de la mobilité, le respect des engagements du Grenelle de l'environnement. Tous ces enjeux pourtant reposent sur une même capacité, la seule des élus à créer une structure métropolitaine forte, cohérente. On en oublierait presque que ce projet est pourtant très vieux et réactivé par quelques peurs dont nous allons parler. L'Institut d'aménagement urbain de l'Île-de-France titrait dans l'un de ses articles récents 1913-2013 « Le Grand Paris a 100 ans », et même plus, puisque le projet date de Napoléon, ce projet d'un plus grand Paris. Donc cela fait environ 150 ans qu'on essaye de mettre en œuvre un projet qui se concrétise à peine. Donc d'ici 150 ans, on pourra élire notre premier maire du Grand Paris, Monsieur Yvain. Mon sentiment, en tout cas, c'est qu'on a perdu du temps. Il faut le rattraper, ce qui est toujours difficile. Je ne reviens pas sur toutes les tentatives qui ont existé sous la 3e, la 4e République. Je pense personnellement, en tout cas, qu'on a raté une occasion extraordinaire en supprimant le département de la Seine en 1968. À l'époque, le général de Gaulle, Paul de Louvrier ont voulu, d'une part, c'était la mode de moderniser l'administration en la rapprochant des citoyens et donc en supprimant les deux gros mastodontes qui étaient le département de la Seine et celui de la Seine-et-Oise. Puis il y avait aussi évidemment un calcul politique d'isoler le Parti communiste dans ses bastions. Je pense que ça a été une catastrophe en fait pour la place de Paris dans le monde. Le département de la Seine était à l'époque sans doute le département le plus moderne de France. Il avait une technocratie remarquable, meilleur administrateur français allait y travailler. Il avait une élite politique qui était de grande qualité, à la fois sous la 3e et la 4e République. Et ça a été le mécanisme de péréquation le plus extraordinaire qu'on ait jamais inventé en France. C'est le moment où Paris a participé le plus avec ses richesses à l'équipement de la banlieue. Quand j'étais directeur général de la Seine-Saint-Denis, j'avais encore, je ne sais plus combien, 120 crèches, je crois, qui avaient toutes été créées du temps du département de la Seine, qui était resté départemental à la suite du transfert des biens du département. Et c'était évidemment quelque chose d'extraordinaire pour les populations qui habitaient ces communes qui avaient ces crèches. Et du jour au lendemain, on a isolé Paris du reste de la métropole parisienne. Paris s'est replié sur lui-même. Les communes qui n'étaient pas des petites communes, comparées à ce qui existait en province, qui avaient des services techniques assez forts, ont poursuivi leur développement, mais sans beaucoup de recherche de coopération. Et y compris quand le maire de Paris a été élu au suffrage universel direct en 1977, il n'a pas saisi cette occasion pour recréer un mouvement vers la création d'une métropole. Donc on a perdu énormément de temps. Et encore aujourd'hui, on voit la difficulté qu'on a à faire travailler ensemble les grandes communes de la région parisienne. Quand j'étais au cabinet du Premier ministre, j'ai commencé à écrire la loi métropole et j'avais dit il faut mettre 300 000 habitants le minimum pour créer des établissements publics territoriaux. Je ne vous dis pas les critiques épouvantables qu'on a eues. Bon, ça a tenu, mais c'est vraiment le minimum, 300 000 habitants pour travailler ensemble. On y reviendra. Donc, tout ça pour dire que l'étape qu'on vient de franchir avec la création de la métropole du Grand Paris au 1er janvier est une étape, c'est une prise de conscience de la nécessité d'avoir absolument un échelon de gouvernance au niveau métropolitain, même si on peut discuter à l'infini de la pertinence du périmètre. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'enfin, on a un échelon de gouvernance au niveau métropolitain. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez parlé du repli de Paris, vous avez parlé de la place de Paris dans le monde.
justement ce rapport de KPMG qui dit que Paris est 5e capitale mondiale, sa rivale Londres occupe la première place. Du coup, le projet du Grand Paris, finalement, ne serait-il pas stimulé par cette frustration des politiques français face à Paris qui peine à s'inscrire dans la compétition infernale des villes-mondes? Et est-ce que cette frustration, elle ne serait pas un petit peu mal placée par rapport à une ville qui sait qu'elle ne regagnera pas le podium des villes mondiales? Non, nous avons organisé il y a quelques mois un colloque avec Business France, avec des économistes internationaux de nombreux pays occidentaux, pour parler de la place des métropoles dans le développement économique aujourd'hui. Tous convergent pour dire qu'il faut aujourd'hui renforcer l'économie métropolitaine quand on a la chance d'avoir des grandes métropoles, voire des villes-mondes, comme disait Christian Blanc, c'est-à-dire autre chose même que des métropoles. Il n'y a pas seulement la concentration de population, la concentration de richesse, mais aussi la culture, le tourisme, l'histoire, qui fait qu'on est autre chose qu'une simple métropole économique. Il y en a très peu dans le monde, et c'est un atout extraordinaire. Et tous les économistes aujourd'hui convergent pour dire que dans les grands pays occidentaux, avoir une métropole performante, c'est un relais de croissance extraordinaire. Ça, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un grand débat en France, c'est Gravier, Paris et le désert français, en disant si on développe trop Paris, finalement c'est au détriment de la province. Le débat est complètement derrière nous. Aujourd'hui, la région Île-de-France produit 30% de la richesse française, alors qu'on consomme 22%. Ça veut dire qu'à travers les mécanismes de redistribution publique et privée, toute richesse supplémentaire créée en Île-de-France est redistribuée en France. D'où l'importance du projet politique que constitue le renforcement de la métropole parisienne pour l'avenir du pays. Ça, on n'en doute pas du tout, Monsieur Hédin. On parlait plutôt du fait que Paris, finalement, jalouse un peu ses voisines, et on pense à Londres. Monsieur Parent, on parle de la Défense. Les gens à la Défense pensent à Londres, à sa skyline, pensent au Shard, alors que nous, on a des tourettes par rapport au Shard. Et est-ce que, finalement, quand on voit que l'État va se désengager de l'EPADESA d'ici 1 an, est-ce que finalement on se rend compte que c'est pas un signal assez négatif pour la Défense que voilà, l'État donne un peu moins d'importance à cet établissement public? La question serait récemment. D'abord, je vais revenir une seconde sur ce que disait Philippe. Je vais concentrer votre question sur la question de gouvernance. Et effectivement, le projet politique a toujours une importance. Mais quittons un tout petit peu Paris. Moi, j'ai passé la grande partie de ma vie en province. Mais ça existe aussi, la province. Et à l'étranger. Donc, le regard qu'on porte de province sur Paris, le Grand Paris, ce que vous appelez le Grand Paris, mais on ne fait absolument pas la distinction. D'ailleurs, on fait la distinction entre le Petit Marseille et le Grand Marseille. On parle de région parisienne. Donc, ce que je veux dire, c'est que, vu de province, le Grand Paris existe depuis longtemps. Simplement, il n'y a pas de gouvernance. Il n'y a pas de projet politique derrière. Mais vu de province, ça existe. Vous allez à l'étranger, plus vous vous éloignez des frontières françaises, plus les gens n'ont absolument aucune notion de où s'arrête Paris et où commence la banlieue. Le Grand Paris existe. Simplement, ils reconnaissent qu'il n'y a pas de représentation et d'initiative politique forte portant la métropole en termes d'attractivité. Donc je pense qu'il faut être... Vous avez concentré. Le débat est intéressant de savoir quel est l'état de la gouvernance d'aujourd'hui, comment ça va se transformer, les contours sont-ils bien choisis, les ajustements seront-ils faits. Mais n'oubliez pas que la chose existe depuis un certain temps quand même. Et qu'on plaque dessus des essais de gouvernance, des essais de projets politiques qui vont se transformer en grandes infrastructures peut-être. On n'a pas eu besoin de la métropole pour que la SGP existe et que... Voilà. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, je pense que la relation, en France, souvent, il y a ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas. La relation entre l'État et Paris en général est depuis des siècles compliquée. Plusieurs avatars historiques qu'on connaît bien, mais depuis toujours, l'État, à la fois, compte énormément sur Paris, pour aménager le territoire grâce à la richesse politique, enfin sur le Grand Paris, j'entends, mais s'en méfier aussi. Et c'est vrai qu'on pourrait voir l'émergence d'un vrai projet politique, d'un Grand Paris qui va devenir une collectivité à l'égard de laquelle l'État va être obligé d'être très, très attentif, parce que, à la limite, ce qui se passe aussi en Angleterre,
On voit bien qu'aujourd'hui, l'ex-maire de Londres est absolument aujourd'hui sur le même niveau pratiquement que le ministre en action. Bon, c'est pas dans les habitudes françaises, alors que ça peut parfaitement s'accepter en Angleterre où les choses sont plus souples. Donc si vous voulez, le fait que l'État petit à petit ait accepté la décentralisation, le fait que l'État ait accepté de se retirer de ce qui n'est pas les fonctions régaliennes, pour une raison très simple, c'est que la demande d'État n'a jamais été aussi forte sur les fonctions régaliennes. Or l'État ne peut pas tout faire. Donc il n'y a pas de 36 solutions pour l'État s'il veut satisfaire le besoin de repères, le besoin d'organisation, la nécessité de services publics qui ne sont pas fournis forcément à tous de manière égale. Si l'État veut se recentrer sur cette question, il ne peut pas continuer à faire des choses que, notamment, la reconstruction post-guerre mondiale l'avait amené à faire. Donc, par exemple, l'aménagement. Parce que l'EPADESA, c'est l'héritier de l'EHPAD, créé il y a 60 ans, et pendant ce temps-là, on créait les métropoles d'équilibre, on créait les villes nouvelles, avec des établissements publics d'État, et ainsi de suite. Donc c'est dans la vocation de l'État de se recentrer sur ce que lui demandent les citoyens, c'est donc dans la vocation de l'État de concentrer ses forces là où elles sont nécessaires. Donc le retrait de l'État sur l'EPADESA, qui est un projet qui n'est pas encore totalement abouti, c'est un processus législatif assez long, il y en a quand même pour au minimum un an, c'est vrai. Ça veut dire simplement qu'aujourd'hui, il y a des choses plus essentielles à faire. Toute la question est de savoir si demain, un quartier comme la Défense, dont je vous rappelle qu'il n'est pas simplement constitué de 100 tours, vous avez le tropisme tour parce que vous êtes au CLIT. Si vous avez la curiosité, je sais bien que c'est facile. Vers Nanterre, non, c'est pas du tout. De monter sur le sommet du parvis de la Grande Arche, vous constaterez que les grues sont de l'autre côté, pas du côté de la Défense. Et que ce qui se passe de l'autre côté, avec la création de l'Arena, avec l'arrivée d'entreprises, avec les groupes qui vont faire pratiquement un tiers de la Défense d'aujourd'hui, dans une forme complètement différente, tout ce qui se passe là de l'autre côté des cimetières, en 3-4 ans, ça a déjà changé complètement le paysage de la Défense. Donc je pense qu'aujourd'hui, le projet, il est sur sa lancée. Moi, pendant 3 ans, j'ai tout fait pour qu'il y ait un projet stratégique à 10 ans. Il a été adopté par à peu près tout le monde, enfin plutôt par tout le conseil d'administration, par tout le monde. Ce projet restera. Est-ce que l'État est absolument indispensable? Au fond, pas vraiment, pour une raison très simple, c'est que ce que personne n'a dit, c'est qu'on a rapporté énormément d'argent à l'État et aux collectivités pendant 60 ans. Aujourd'hui, pas un seul mètre carré que vous foulez à la Défense n'a été payé par le contribuable, alors que n'importe quel trottoir de ville l'est. Je veux dire qu'aujourd'hui, toute la Défense, les 4 niveaux, les souterrains, tout ça n'a pas été payé par le contribuable. Vous me direz alors pourquoi l'État le quitte? Oui, je vous dirais pourquoi il le garde. Si on n'a pas besoin de lui, comme filet de sécurité. Peut-être parce qu'il y a des querelles entre les maires, parce que entre PC, Nanterre... Bon, écoutez, il y a des querelles. L'avenir dira si ces querelles... Il y en a déjà. Pas tant que ça, vous savez, j'ai un président de conseil d'administration qui est le maire de Nanterre, qui est communiste, ou qui l'était en fait. Alors qu'il était, pour être juste, il était. Il est maintenant un peu à la marge, c'est un pragmatique en fait, enfin, il est à gauche clairement. Les autres maires sont à droite, ils sont tous au conseil d'administration. La région y est, j'étais à gauche hier et à droite aujourd'hui, la ville de Paris y est. Les élus sont majoritaires. Les élus sont majoritaires au conseil d'administration des Palais. Je ne vois pas pourquoi demain les choses ne fonctionneraient pas aussi bien, en tout cas j'espère, parce que ça veut dire sinon que seul l'État est capable. Bah oui, peut-être. Je ne suis pas sûr que ce soit forcément avéré aujourd'hui, on verra bien. Oui, on verra bien. Et puis, il y a une dimension sur laquelle l'État peut être indispensable, c'est le portage sur le plan international. Mais Philippe le sait, on voyage très souvent ensemble. Le portage aujourd'hui... La région le fait, la métropole pourra le faire après. Non, par le concept même du Grand Paris, indépendamment des institutions et tout ça, on n'en parle jamais quand on voyage. On dit le Grand Paris existe, la Défense est l'aspect le plus visible pour le monde financier, puisque la Défense est largement des investissements financiers. Pour le monde financier, la Défense existe, le Grand Paris existe. Que l'État soit dedans ou pas, soit c'est perturbant pour les acteurs qu'on a en face de nous, parce que l'État, ils n'aiment pas beaucoup, soit c'est pas perturbant du tout, parce qu'ils ignorent complètement que l'État est présent. En fait, je parlais des maires, des élus, dans le sens où on pourrait croire en tout cas que l'État a plus de recul, plus de, je sais pas, d'impartialité. C'est un peu peut-être un cliché, mais on a ça en tête parce que, je sais pas, on voit qu'à Lyon, par exemple, la métropole du Grand Lyon est hyper aboutie. On a 59 communes dans cette métropole qui remplace du coup le département du Rhône. Du coup, c'est un projet assez abouti en termes de compétences, de gouvernance. Alors qu'en Ile-de-France, on a Patrick Devedjian qui veut fusionner le 92 avec le 78, juste pour empêcher toute péréquation et tout rapprochement avec des départements, on va dire,
moins riches, donc 93 notamment. Donc est-ce que finalement, oui, mais est-ce que finalement la défense, voilà, est dans le 92, est-ce que vous cautionnez ce genre de... Mais moi, je n'ai pas à cautionner, c'est une décision du Premier ministre en règle qui s'impose. Donc je ne vais pas la commenter. Je dis simplement, si on s'éloigne un tout petit peu des aléas conjoncturels, des décisions d'aujourd'hui, si on regarde bien les choses en perspective, il n'est pas anormal que l'État se désengage à un moment ou à un autre de quelque chose qui marche et qui tient debout sans lui au sens pas besoin de son soutien. Sauf peut-être à l'international où il est démontré que le Grand Paris est infiniment plus porteur que le fait d'être porté par l'État. Donc, grosso modo, je ne dis pas que une fois, ça aurait pu continuer longtemps comme ça. Ça n'aurait, j'ai dit personne, puisque ça ne coûte rien à personne. Mais la décision politique, elle s'impose, hein, notamment. Pas oublier que si c'est un établissement public d'État, forcément, le directeur général procède du gouvernement. Oui. Et donc, par conséquent, il a le devoir de se plier aux décisions qui sont celles du gouvernement. En fait, je voulais peut-être un peu plus élargir cette thématique, dans le sens où on a l'impression que ce Grand Paris, il est parti d'un bon constat, d'un bon débat entre, je sais pas, une métropole intégrée, une métropole un peu plus fédérée. C'était un peu plus, on va dire, concret, pragmatique, et que c'est devenu un débat, entre guillemets, gauche-droite, depuis les municipales, depuis les régionales. Du coup, on a peur de ce côté partisan dans la construction du Grand Paris, et le fait que l'État se désengage de l'EPADESA, on pouvait croire finalement que, vu que les élus ne sont même pas capables de se mettre d'accord sur certains points, pour ce qui marche, comme vous dites, à la Défense, ce serait quand même dommage. Oui, je vois bien où vous voulez en venir, mais je ne suivrai pas là-dessus. Voilà. Non, les élus n'ont pas vocation à se crêper le chignon tout le temps, et surtout pas ceux qui, depuis 30 ans, sont conscients de l'enjeu mondial de la défense. Et non, c'est pas vrai. Aujourd'hui, les élus ne se crêpent pas le chignon au sein de la métropole de Paris, c'est même un peu l'inverse. Peut-être que le débat politique pourrait même être réactivé, parce que la volonté du président de la métropole est telle de vouloir faire en sorte que les maires vivent bien ensemble cette métropole pour ne pas casser le tissu qui a commencé à être fabriqué. Aujourd'hui, en fait, on est en absence de débat fort sur la métropole. C'est de la région que vient le débat fort. C'est-à-dire c'est une opposition entre la vision de la présidente de la région et ce qu'en pensent les maires qui sont à la métropole. Parce qu'il y a une différence essentielle. Dans un cas, ce sont des maires, dans l'autre, ce sont des personnes qui ont été élues sur des listes à la proportionnelle. Donc, des listes départementales d'ailleurs en plus. Donc, non, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de risque pour que des gros sujets comme l'attractivité de la ville de Paris à l'intérieur, que conduit Jean-Louis Missica, oui. L'attractivité de tout ce qui va entre Roissy et, disons, Roissy et le périphérique nord, conduit par des établissements publics, dont je vous rappelle que l'un était d'État, mais l'autre pas. Donc ça fonctionne assez bien. Le fait que la défense vive sa vie, la reprise sera toujours possible, l'État pourra toujours se réinvestir, il restera présent de toute façon. Mais aujourd'hui, je ne crains pas de bisbille entre les maires sur la gestion de l'établissement public et sur l'avenir de l'établissement public et donc du projet. Par contre, il ne faudrait pas que le projet perde de son ambition, parce que derrière... c'est ça, parce que l'État a quand même le côté ambition, long terme, qu'on n'a pas forcément un élu qui va être réélu tous les 5 ans. C'est que l'État fait une formule qui est une formule intelligente, qui considère que revenons sur la plateforme pour gérer la plateforme, et conventionnons avec les villes autour, dont la ville de Nanterre, sur les quartiers environnants. Bon. Or, le projet, il est bâti pour aller d'un seul tenant, c'est-à-dire que la défense, ça c'est mon analyse, c'est votre analyse, je pense qu'on la partage assez, la défense, aujourd'hui, ne survivra pas si jamais elle ne s'ouvre pas, si elle ne s'anime pas, et si elle n'a pas des vocations offertes à l'extérieur, puisqu'on ne peut pas les construire dans les souterrains. Donc les 5000 logements des groupes, c'est pas pour faire simplement du logement supplémentaire dans la région parisienne. Et je pense que les choses sont claires. C'est parce que l'avenir de la défense repose sur la capacité à loger des gens et à ne pas leur faire faire les 45 minutes de RER tous les jours. Donc ce qui est en train d'être notre grand benchmark, c'est avec Canary Wharf. Canary Wharf, première phase, ville financière, déportée de la cité de Londres, pas de transport en commun. Ça donne d'ailleurs un petit exemple de ce qu'on peut faire comme erreur. Mais ce qu'on ne veut pas faire. Voilà, la question de Saclay se pose donc, hein, on est dans le même état. Quand on construit un pôle fort sans transport lié au centre-ville, c'est mort, oui. Pendant un certain temps. Deuxième phase, Canary Wharf René, le métro arrive grâce aux Jeux Olympiques, on construit du bureau à tout berzingue et on essaie de faire descendre le financier de 90 à 60. Je vous rappelle que le financier à la défense, c'est 25. Et l'énergie, c'est 30. Et puis, troisième phase, c'est celle qu'on a en ce moment,
On ne construit plus que des logements à Clermont-Ferrand. Que des logements. Là où on pense que la cité financière de Londres est en train de se construire, en réalité, on est en train de construire 10 tours de logements. La Défense, c'est déjà ça. On a déjà un mix bureau-habitation qui est correct. Sur la Défense même, la plateforme le quartier de la Défense. On reviendra certainement sur ces problématiques de logement à la fin, ne vous inquiétez pas. Je voudrais rebondir sur votre point de la gouvernance, du projet en lui-même, car finalement, malgré une bonne dose de mauvaise foi, un peu de mauvaise volonté aussi parfois de certains élus, on en a parlé vaguement, on a quand même créé le 1er janvier 2016 une métropole du Grand Paris. Ça, c'est une avancée. Je vois M. Yvain qui hoche la tête, qui est d'accord avec ce que je dis. Finalement, pour le public, qu'est-ce que c'est que cette métropole? Ce sont des territoires de 300 000 habitants qui sont rassemblés dans cette EPCI à fiscalité propre. Si l'on raisonne en termes de compétences, messieurs, on craint partout, économistes, politiques craignent le rajout de plusieurs couches au millefeuille territorial. On vous a préparé un petit tableau. Est-ce que vous voulez réagir? Qu'est-ce qui vous inspire, ce tableau des compétences qui parfois se recoupent? J'ai entendu Philippe, c'est toi. Dans le débat, il y a parfois un peu un faux débat, en fait, sur ce que recouvrent les termes. Dans la loi NOTRe, la loi nouvelle organisation territoriale de la République, que le Parlement a voté à l'automne, on a renforcé le pouvoir économique des régions. Mais il faut bien voir ce que ça recouvre. Le pouvoir économique des régions, c'est des schémas globaux de développement économique, sont des régimes d'aide économique aux entreprises, à la recherche, alors que le niveau des communes, des intercommunalités, c'est de l'aménagement en faveur du développement économique. Donc parfois on crée un peu des faux débats autour de ça. Ce n'est pas les mêmes compétences du tout. Quand vous êtes au niveau communal ou intercommunal, vous créez des zones d'activité, vous faites de l'immobilier d'entreprise, vous faites des choses concrètes. Ce ne sera jamais la compétence des régions, encore moins maintenant avec le groupement, la création de grandes régions. Donc on peut appeler ça de la compétence économique, mais ce n'est pas la même compétence économique. Donc ce n'est pas du vrai recoupement en fait. Donc il faut essayer d'éviter un peu ces faux débats, je crois, qui ne vont pas avancer. On voit bien d'ailleurs, c'est là que l'Île-de-France est un peu en retard, ce que je disais tout à l'heure. Vous citiez Lyon tout à l'heure. Oui. Lyon, c'est quand même l'exemple où la loi n'est venue finalement que consacrer quelque chose que les gens avaient déjà fait sur place. Gérard Collomb, avec son alliance avec les entreprises, a créé ce tissu économique très concret, attractif sur la métropole de Lyon. Et finalement, la loi vient consacrer ça. Mais c'est une vraie évolution concrète, réelle sur le terrain. Et ce n'est pas un sujet institutionnel. Donc, en fait, vous ignorez mon tableau. Non, mais il faut voir ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'en faire une montagne. L'un des points importants, s'il faut retenir une chose de la nouvelle architecture, ça c'est très important, c'est que jusqu'à présent, les plans locaux d'urbanisme, c'est une compétence communale, et l'idée majeure de ce projet de loi, enfin de cette loi aujourd'hui, c'est d'essayer de faire de l'urbanisme au niveau intercommunal. Et ça c'est très important, parce qu'il faut savoir largement dépasser les frontières communales pour faire des projets d'aménagement qui soient d'ampleur suffisante pour le renouvellement. Quand vous parlez d'intercommunalité, c'est le territoire, c'est ça? Donc le groupement, donc très bien. Monsieur Yvain, il y avait quand même une citation que je voulais vous adresser, celle de Valérie Pécresse qui comparait il y a quelques mois la métropole, non pas à un millefeuille, mais à une pièce montée. Elle disait également, il est encore temps d'abandonner ce projet qui exclut, qui complexifie et qui taxe. Vous devez travailler avec elle, puisque le Grand Paris Express doit également travailler avec le STIF, donc la région. Est-ce que vous la trouvez lucide et responsable, Valérie Pécresse, quand elle dit ça? Le débat n'est pas achevé sur la construction métropolitaine. Moi, je comprends qu'on puisse défendre tout à fait l'idée de dire la région, c'est la métropole. Ça peut se concevoir. On a eu des débats, mais à n'en plus finir, savoir quelle échelle géographique on allait prendre pour
construire cette nouvelle métropole. Il y en a qui défendaient l'unité urbaine, d'autres l'aire urbaine. Et l'aire urbaine de Paris, c'est absolument gigantesque. Et là, c'est ni l'un ni l'autre. La région, pourquoi pas, et même au-delà de la région. Mais toutes les thèses ont des arguments solides, sérieux à mettre en avant. À un moment, le Parlement a tranché. C'est un moment de l'histoire. Moi, je pense que c'est bien qu'il y ait eu ce moment de l'histoire, même si c'est une étape, même si on peut le discuter, le contester, tout à fait légitime. Mais il y a un moment de l'histoire où, enfin, les Français, les Franciliens ont pris conscience qu'il fallait qu'ils s'organisent, qu'ils essayent d'organiser cette métropole. Alors, le projet évoluera peut-être demain. Avec Serge, il appartiendra au Parlement de la prochaine législature d'y réfléchir, mais en tout cas, je pense que déjà, c'est l'idée d'avoir une gouvernance du Grand Paris qui est importante. Alors l'idée est certes, vous avez parlé des Franciliens, est-ce que vous ne croyez pas que les Franciliens n'y comprennent rien dans tout cela, dans cette métropole qui manque de lisibilité, qui manque de cohérence? Vous avez parlé de gouvernance, pourtant cette structure métropole du Grand Paris, qu'est-ce que c'est réellement? Qu'a-t-elle donc fait pour ne mériter qu'un si petit budget de moins de 3 milliards d'euros, 2,58 milliards? C'est pas mal, je vous vois dire c'est pas mal. Par rapport à la Société du Grand Paris, 30 milliards, c'est moins. C'est pas grand-chose, oui. C'est pas grand-chose. Qu'est-ce que On va c'est cette comparer un métropole du budget Grand Paris annuel avec un budget total sur 15 ans. Qu'est-ce que c'est que cette métropole du Grand Paris? C'est une coquille vide? À l'heure actuelle, peut-être. Aujourd'hui, on lui donne une chance? Oui. Vous le savez, il y a des phases successives. Pour l'instant, l'essentiel est redistribué au territoire. Il y a, c'est vrai, un budget propre à la métropole qui est limité. On verra comment les élus veulent faire évoluer leur métropole. C'est à eux de décider, puisque c'est aux maires qui a la force de décider demain quelles compétences ils voudront donner, transférer au territoire, transférer à la métropole, et le budget évoluera en fonction des compétences. Je pense qu'on ne peut pas changer comme ça les choses, évoquer la rupture qu'il y a eu quand même pendant 40 ans, au moins 45 ans dans cette région. On ne va pas transformer quelque chose qui n'existait pas hier en quelque chose qui soit parfait, comme la métropole de Lyon. Raymond Barre et avant lui ses prédécesseurs ont structuré la communauté urbaine de Lyon depuis 1977. C'est-à-dire au moment où la ville de Paris élisait pour la première fois son maire Oscar Mercet, on construisait déjà la métropole à Lyon. Et ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. 1977 jusqu'à 2014, vous voyez le parcours. Il a fallu la structurer, ce sont des habitudes de travail à créer, mais je pense que c'est un premier pas et d'autres suivront. Un premier pas, d'accord, donc un petit premier pas. Les élus d'ailleurs sont assez d'accord avec ce point de vue. Je cite le sénateur maire de Meudon, futur conseiller métropolitain. Pour l'instant, c'est une carcasse sans réelle compétence. Ce projet, cette métropole du Grand Paris, cette carcasse ne plaît donc pas pour l'instant à grand monde, ni aux politiques, ni aux économistes. Le sénateur maire en question, que je connais bien, il préside un des grands syndicats techniques de la région parisienne. Alors s'il y a quelque chose qui a bien marché en Ile-de-France depuis toujours, ce sont les grands syndicats techniques. Ça, c'est une force de la métropole parisienne. Le syndicat des eaux, le syndicat des traitements des ordures ménagères, et d'autres encore. Et en l'occurrence, il en préside un de ceux-là. Et c'est vrai que ces grands outils techniques sont des incarnations très fortes de la métropole. Il faut d'ailleurs, ce sont des outils techniques qu'il faut renforcer, qu'il faut étendre à l'ensemble de la métropole. Et ça, c'est un aspect qu'on connaît moins bien, et un aspect de la gouvernance qui est tout à fait important. Et sinon, au-delà de tous ces débats finalement assez froids sur tout ce qui est institutionnel, administratif, on oublie parfois qu'il y a un projet qui fonctionne. Vous étiez optimiste, je le suis aussi. Il y en a un qui est en train de se concrétiser, c'est le Grand Paris Express. Charles en a parlé, c'est en quelques mots, 200 km, voilà, on slide dessus, 68 gares, on double le réseau finalement métropolitain de transport, c'est considérable. Mais c'est d'abord un constat, j'ai l'impression, avant tous ces chiffres, c'est celui qu'on doit passer toujours par Paris Intramuros avant de faire, je sais pas, moi j'habite la Garenne-Colombes pour aller jusqu'à Saclay par exemple. Donc c'est d'abord un constat, mais après un projet qui avance sous Sarkozy, sous Hollande, et voilà des chiffres assez impressionnants. Moi j'ai une question toute simple à vous poser, Monsieur Yvan. Pourquoi c'est pas le STIF
et donc la région, qui a coordonné ce projet. Je sais que la région quand même porte des projets importants en termes de transport, je pense au RER, ce genre de lignes. Pourquoi il faut dépasser par l'État? C'est pas tellement passé par l'État, c'est l'intelligence, je pense, de Christian Blanc qui est à l'origine de ce projet. Christian Blanc avait, quand il était secrétaire d'État à la région capitale, une très longue expérience derrière lui. De haut fonctionnaire, de dirigeant d'entreprise publique, il a été patron de la RATP notamment, et il connaissait bien le système français. Il a dit, au fond, si on veut réussir un projet énorme comme celui-là, considérable, à une époque, au fond, où l'action politique, où l'action publique est très marquée par le court terme. Mais c'est ce que je disais par rapport à l'État des arts. On vit dans une société où la pression médiatique, avec les chaînes d'infos, l'accélération de la vie économique et sociale, pèse énormément sur la décision politique. Et donc retrouver des projets de très long terme, comme on les a connus au début de la Ve République, c'est aujourd'hui très difficile à porter pour les politiques. Je crois qu'il avait parfaitement compris ça, et donc il s'est dit, au fond, si on veut inscrire ce projet dans la durée, il faut 3 conditions. Il faut créer un outil particulier, parce que si on met le projet ailleurs, dans des gens qui ont déjà des choses à gérer, le STIF, la RATP, la SNCF, ça va être dilué dans des tas de choses et ça ne restera pas forcément la priorité de la structure en question. 2, il faut une gouvernance adaptée, d'où un conseil de surveillance de la société qui est à parité entre les représentants de l'État et les grands élus de la région, la maire de Paris, la présidente de la région, tous les présidents de département et un maire qui représente les maires de la région. Et 3, et c'est le plus important à mon avis, il faut des ressources financières affectées, dédiées au projet. Donc l'État. Il y a en permanence, de temps en temps j'en lis quelques-unes, même si je ne devrais pas les lire, mais des notes évidemment de la direction du Trésor ou de la direction du budget qui n'ont qu'un objectif, c'est de rebudgétiser les ressources de la SGP. Mais donc on en parlera après. Il faut des ressources affectées, parce que si on ne fait pas ça, si on met ça dans le budget de l'État ou des établissements publics de l'État, un jour ou l'autre, forcément, on coupera des morceaux, on ne tiendra pas le projet sur la durée. Voilà l'explication. Ça paraît quand même assez paradoxal, vous ne trouvez pas? Oui. L'État fait tout pour... voilà, c'est quand même la loi NOTRe, la loi MAPTA, c'est dans un cadre de décentralisation. L'État est là pour coordonner, pour finalement arriver à avoir une gouvernance plus simple et peut-être plus cohérente avec une sorte de trio, métropole, territoire dont on a parlé, commune. Donc on a l'impression qu'il y a un effort de décentralisation qui est conséquent et pour la SGP, là l'État est vraiment interventionniste. Donc, comment on peut avoir ce double discours? Oui, mais c'est un État collaboratif. C'est pas un État qui travaille tout seul dans son coin. Un tel projet aujourd'hui, c'est plus les villes nouvelles, c'est plus le RER. C'est un projet qui ne peut réussir d'abord qu'avec très très forte concertation citoyenne, et c'est tous les jours qu'on l'a fait, et 2, avec les élus. C'est un projet aujourd'hui que vous ne pouvez pas faire comme quand on a inventé les villes nouvelles. On a dit, ben voilà, on a créé une ville nouvelle là, on a demandé l'avis à personne, on l'a imposé aux élus locaux, à Fergie, à Saint-Quentin, à Évry, on a demandé l'avis à personne et on a fait les villes nouvelles. Aujourd'hui, c'est totalement inimaginable. Donc ce sont des projets qui sont, certes, qui partent de l'État, qui partent d'une loi votée par le Parlement, et qui en fait sont réalisés avec les élus. D'ailleurs, c'est à tel point vrai que le projet initial de Christian Blanc, qui était un projet essentiellement économique, de relier les pôles de développement économique entre eux, a été profondément transformé à l'occasion du dialogue avec les élus pour en faire un projet qui serve aussi la vie quotidienne des habitants. Donc, vous parlez d'État collaboratif, c'est peut-être aussi un État qui veut se protéger, protéger des guerres de clochers entre les élus locaux. Vous avez parlé de long terme, les élus locaux c'est plutôt du court terme. Ça change parfois de bord politique. On a vu qu'il y a eu beaucoup de guerres pour obtenir par exemple une gare. Je sais que les gares de M. Perrier seront sans doute très, très disputées. On peut imaginer que l'État trancherait et a tranché avec le moins de favoritisme possible. Est-ce que ça, c'est pas par hasard un petit aveu de faiblesse quand même de notre démocratie, un échelon local qui ne sait pas se mettre d'accord? Je voudrais un peu
m'opposer un peu à la tendance de vos propos depuis le début de vos interventions et de dire que finalement les élus locaux, finalement ils voient que le court terme. C'est pas vrai. Les choses ont beaucoup changé. J'ai eu la chance de diriger des grosses collectivités locales. Honnêtement, j'ai travaillé avec des élus qui ont une vision de très long terme, qui dépassaient largement même leur intérêt politique immédiat ou leur réélection. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir cette vision caricaturale des élus locaux aujourd'hui, et il y a en Ile-de-France beaucoup d'élus locaux avec lesquels je travaille au quotidien, qui ont vraiment une vision de long terme. Donc je ne pense pas qu'on peut dire que l'État est le seul garant de l'intérêt du long terme. Donc, je pense qu'il faut corriger un peu cette vision, et c'est justement en essayant de travailler au mieux entre l'État et les collectivités locales qu'on peut dessiner un projet qui a vocation à durer parce qu'il aura été discuté, parce qu'il aura été négocié, qu'il aura fait l'objet d'un consensus. Et du coup, sur ces négociations, par exemple pour les gares, est-ce que vous avez des regrets sur le tracé? Peut-être monsieur Ferrier, vous avez... Est-ce que vous pensez que par exemple c'est normal que le 95, que Cergy, terre du RER-A, notre terre à nous, soit exclue du Grand Paris Express, sachant que Mme Pécresse disait que c'était un petit peu le grand perdant. Voilà, elle était mardi, Oui, je vous crois dans la réponse, je vais revenir un peu sur le premier thème, parce que la gouvernance, ce n'est pas que des mécaniques ou des jeux de rôle, c'est quand même une ville. C'est-à-dire que vous êtes en train de parler de ville, je reviens à ce que disait Philippe, de façon assez tranchée, je suis vraiment d'accord avec lui, au tout départ, en disant la suppression du département de la Seine, les épisodes dont vous discutez, au niveau de qui fait quoi, comment ça se passe, le résultat, c'est la ville où vous vivez. Et la forme de la ville, elle est étroitement dépendante de la gouvernance qu'il a mis en place. Et la forme de Paris, pour moi, la comparaison avec Londres, c'est absolument pas sur le terme de nombre de tours ou d'auteur de tours, mais c'est la structure même de la ville. C'est-à-dire que, par son histoire, Londres est une ville archipel. Donc c'est une ville archipel, je ne sais plus, 14 ou 16 millions d'habitants. Donc il y a toute cette possibilité de réorganisation, de réaffectation, de répartition sociale programmatique d'une ville archipel qui joue avec tout son territoire et toute sa population. Et par l'histoire, Paris est une ville centralisée, avec Paris et le reste. Et la gouvernance n'a fait récente, enfin moderne, puisque ça, effectivement, depuis la Troisième République, à l'exception du département de la Seine, certainement, mais la gouvernance n'a fait que renforcer cette histoire. Et cette histoire, en plus, elle est marquée par des infrastructures comme le Paris périphérique, donc début des années 60, donc ça va de pair avec les années dont on parle, ou avec ces choix de gouvernance, qui marquent durablement au quotidien, pour le vécu des gens, une expérience urbaine qui est radicalement différente de celle de Londres, ou de Barcelone, etc. Donc je pense qu'il est vraiment important dans ce débat de voir que les conséquences de ces sujets de gouvernance, elles s'inscrivent après dans une ville, et que faire... Alors une ville, à la fois, on dit qu'une ville, elle peut changer rapidement, mais on voit aujourd'hui la question de faire bouger effectivement cette schizophrénie ou cette dichotomie entre Paris-Centre et la banlieue, elle est très lourde. Pour nous, quand nous avons été en 2012 choisis par la SGP pour être conseil, en termes d'architecture, d'urbanisme, de design, c'est un projet urbain. C'est-à-dire, effectivement, comme l'a très bien dit Philippe, c'est un projet peut-être technique, d'infrastructure, mais qui est la première manifestation concrète qu'on peut tendre vers cette ville archipel, et comme vous l'avez dit, de ne plus passer, parce que quand même, je n'ai pas bien compris votre question, avec le Grand Paris Express, on ne passe plus par Paris. C'est ça? Non, mais bien sûr. Ah oui, d'accord. Enfin, c'était le constat que, par exemple, je parlais de mon exemple personnel, c'est j'habite la gare de Colombes, je vais aller à Saclay, j'étais obligé de passer par, je sais pas, Châtelet voilà. ou... Voilà, le tracé même, mais ce tracé, il n'a d'intérêt que dans une vision métropolitaine, dans une vision urbaine, où effectivement ces nouveaux voisinages, qui vont être finalement des voisinages radiaux, des nouveaux temps de parcours, une nouvelle géographie mentale, ça c'est extrêmement important par rapport à vos questions sur la métropole, c'est-à-dire que vous dites, et c'est certainement vrai, les habitants n'ont pas une vision de la métropole, mais même au sens même du Grand Paris, mais ils n'ont pas une vision parce qu'au quotidien,
Il n'y a pas de choses concrètes. La structure de la ville, enfin, le vécu, l'expérience urbaine, elle est en contradiction avec ça. Que ce soit au niveau des transports, que ce soit au niveau effectivement de la mixité, vous en parlerez après. Donc, elle contredit ça. Le Grand Paris, et avec Philippe, on a réfléchi aussi au Grand Paris Express et Jeux Olympiques, Grand Paris Express et Expo Universelle, pas uniquement du point de vue de l'outil, mais comme des événements qui, en s'appuyant sur le Grand Paris Express, vont dynamiser une image mentale qui va peut-être, enfin, commencer à pouvoir envisager cette grande métropole comme quelque chose de vécu de façon plus cohérente et unitaire qu'elle est actuellement. Il y a aussi quelque chose de symbolique dans l'appellation aussi de ces lignes, ligne 15, ligne 16, ligne 17. Ça nous parle, tous les Parisiens qui habitent Paris intramuros. Pour eux, dès qu'il n'y a plus de ligne de métro, ce n'est plus Paris. Du coup, ça peut aussi aider, j'imagine, dans l'esprit, dans les mentalités, d'avoir cette appellation, ligne 16, 17, etc., plutôt que RER ou un autre GPX ou je ne sais pas quel... Et ça, c'est la décision, c'est la décision de la SGP, et c'est une bonne décision. Juste pour ma partie, depuis le départ, Philippe le sait, on a effectivement vu ce Grand Paris Express comme support d'une fierté urbaine et métropolitaine, et on a pensé que cette fierté, cette identité, cette appartenance à la ville, elle avait tout à gagner en s'inscrivant dans l'histoire. Oui. Donc de reprendre cette appellation, c'est continuer l'histoire du métro, et dans notre travail de conseil auprès des architectes, c'est aussi d'avoir une identité, notamment au niveau des quais, etc., qui est une transposition, une évocation de la grande histoire depuis 1900 du métro parisien. Et ceux qui n'y sont pas, du coup, dans cette dynamique, dans cette identité, les Cergissois? On ne peut pas faire des lignes de métro partout. D'abord, il y a un sujet complètement technique, c'est que vous ne pouvez pas faire des lignes de métro trop longues. Après, vous avez des problèmes de surpopulation dans les parties centrales des lignes. C'est déjà un peu le cas sur certaines lignes. Donc il faut faire attention à ce phénomène tout simple, hein, qui est de ne pas faire des lignes de métro trop longues. Par ailleurs, 2/3 des gares du métro qui va être construit vont être en correspondance avec d'autres réseaux. Et en fait, ça va démultiplier considérablement l'effet de la construction du métro lui-même, que ce soit des lignes du métro historique, des RER ou des Transiliens. Ce qui fait que si vous habitez à Gisors, par exemple, et que vous venez travailler tous les jours à la Défense, il y en a beaucoup, hein, des habitants de l'Oise, d'Eure-et-Loire, du Loiret, qui viennent travailler à Paris tous les jours. Vous allez gagner énormément de temps, non pas immédiatement évidemment en prenant le métro, mais en prenant votre ligne de Transilien, mais en gagnant énormément de temps parce que vous aurez un point de contact avec le nouveau réseau métropolitain sans être obligé, par exemple, d'aller à Saint-Lazare pour revenir à la Défense. Donc c'est une question de longueur des lignes, du coup. Est-ce que c'est aussi une question de financement? Si on peut peut-être brièvement revenir dessus. Le financement du Grand Paris Express, ce sont, du coup, on a mis cette slide-là, ce sont des taxes... Ça vient de votre site. Hein. Voilà, ça vient de votre site internet. Des subventions, des impôts, de la dette, 28 milliards d'euros. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est un blocage pour étendre encore plus ce Grand Paris Express? Il faut bien s'arrêter un moment. L'investissement de 25 milliards d'euros, c'est pas rien. Il est, je pense, acceptable dans la durée. L'idée, c'est de rembourser les derniers emprunts 40 ans après les dernières mises en service. C'est ça le modèle financier de la SGP. Donc en 2070, certains d'entre vous sont sûrement encore vivants à l'époque. Le conseil municipal avait fait son premier emprunt en 1900 de Paris, hein, pour financer le métro. On a fini de rembourser les emprunts du métro en 1973. Ça n'a rien de choquant, évidemment, pour les infrastructures qui ont vocation à durer plus d'un siècle. On voit bien avec le métro parisien. Donc emprunter à très long terme pour financer ces types d'infrastructures, compte tenu des retombées économiques que ça, c'est tout à fait envisageable. Alors évidemment, il faut avoir des ressources pour les rembourser, ces emprunts. Donc l'idée, c'est d'avoir ces ressources fiscales qui ont été affectées par le Parlement depuis 2010, plus ensuite
des recettes d'exploitation. C'est les redevances. C'est-à-dire le péage, comme depuis l'ouverture à la concurrence européenne des lignes de chemin de fer, les exploitants des lignes de chemin de fer payent aux propriétaires des lignes. Et puis aussi, évidemment, des recettes commerciales, commerce, publicité, et puis la location de fibres optiques à très haut niveau. Monsieur Evin, ça a l'air assez franco-français comme financement. Est-ce que l'Europe aurait pu financer une partie? On pense au plan Juncker. On a postulé pour avoir un financement. Qu'en est-il? Alors l'Europe finance les études en partie, puisque la Commission a mis en place ce qu'on appelle le MIE, le mécanisme d'interconnexion européen, qui vise à favoriser justement la création de nouvelles lignes de transport en commun entre les capitales européennes et les transports internationaux. Et à ce titre, nous bénéficions de subventions pour la ligne 14, la ligne 17, qui relie Paris aux deux aéroports, et aussi sur la ligne 18 pour la gare TGV de Massy. Et ce sont des subventions d'études. Et par ailleurs, la Banque européenne d'investissement, et ça va se poursuivre dans le cadre du plan Juncker, mais déjà la Banque européenne d'investissement sur ses fonds propres va nous prêter de l'argent. J'ai été signé l'autre jour à Luxembourg un prêt d'1 milliard d'euros, qui est le plus gros prêt jamais accordé par la BEI en France à ce jour. C'est un prêt à 40 ans qui aujourd'hui tournerait, si on le mobilisait demain matin, à 1%, ce qui est assez extraordinaire. Évidemment, c'est du jamais vu depuis longtemps. Le modèle financier de la SGP bâti sur un taux moyen à 5,5%, donc on a un petit peu de marge avant la remontée des taux. Mais je peux vous raconter une anecdote à ce sujet. Enfin, Hugues connaît bien aussi ce sujet, puisqu'on a fait quelques déplacements ensemble pour vendre le Grand Paris, notamment en Asie, auprès des fonds souverains. Quand nous sommes allés à Pékin pour présenter le Grand Paris et les opportunités d'investissement, on a été reçus par le vice-président du fonds souverain. Il vous a dit quoi? Et ce monsieur m'a dit dans la conversation, moi je voudrais bien acheter vos gares, combien vous me vendez vos 68 gares? Parce que c'est un placement assez recherché finalement, les infrastructures. C'est pas vraiment à vendre immédiatement, mais pourquoi pas? Non, mais il n'y aurait aucun problème demain matin pour aller sur les marchés financiers internationaux pour financer l'infrastructure. Mais... Alors ces gares, elles vont valoir cher du coup. Monsieur Perrier, vous qui êtes en charge de l'architecture et du design de ces gares, comment allez-vous faire pour créer un signal fort de manière à ce que les gares aient une identité, un peu comme les bouches de métro d'Hector Guimard, tout en respectant le bâti du quartier? Alors c'est un projet absolument différent. Donc, moi je suis en charge de la coordination architecturale. C'est un projet tout à fait différent de l'image qui passe à l'écran. D'abord, Guimard voulait des gares. Il a fait des petites gares. 2 ont été construites. Il en reste une qui est pas loin de l'Étoile, avec une petite cabine, mais ça n'a pas été des gares, ça a été effectivement des bouches de métro, c'est-à-dire c'est un rapport comme ça direct entre la ville, l'animation du trottoir, la lumière naturelle, etc. Et là, il y a un effet quasiment cinématographique, on le voit sur l'image, on entre le temps que l'œil s'habitue, on a un petit passage au noir, comme ça, et on est dans le réseau, on est dans le souterrain. Là, le projet des gares du Grand Paris est tout à fait différent. Il y a un architecte par gare, disons, pour faire un simple. Pourquoi? L'idée est de dire que chaque gare va vraiment avoir un rayonnement et une influence urbaine. J'en reviens à cette idée de ville archipel, c'est de dire ce territoire du Grand Paris, quand on le voit depuis Paris, on le voit de loin, il n'a pas de symbole, il n'a pas d'identité apparente. On se dit d'un côté du périphérique, c'est saturé de cartes postales, la Sainte-Chapelle, Notre-Dame, maintenant on construit le nouveau palais de justice. Enfin bon, Paris est saturé de symboles. De l'autre côté, on se dit, qu'est-ce? En fait, quand vous êtes dans ces territoires, et quand, a fortiori, si vous y habitez, si vous rencontrez les gens qui gèrent ces territoires, chacun de ces territoires a son histoire, a une identité. Donc l'idée d'un architecte, c'était pas pour faire une collection d'architecture, c'était pour que la gare, c'est-à-dire le bâtiment... valorise le bâtiment autour. Soit vraiment en résonance avec les qualités, les potentiels de ce territoire, et soit aussi, vous allez peut-être en parler, soit aussi la locomotive d'un développement urbain qui va se faire autour. Donc ça, c'est une accroche. La deuxième accroche, c'est, on en parlait tout à l'heure, c'est l'identité du réseau. Ce qu'il faut dire, c'est que sur 68 gares, nous avons 60 gares souterraines. Donc, on a des gares, ça aussi c'est un choix, on a des gares qui sont en moyenne à moins 20 mètres,
Donc, à moins 20 mètres, il y a une identité de réseau. Donc, mon cahier des charges, il est basé sur une identité du réseau au niveau du quai. C'est-à-dire, Vous avez des exemples? J'ai un volume de quai qui part, sa signalétique, son éclairage, son traitement, le mobilier, les bancs, etc. Là, on travaille avec Patrick Join, connu pour avoir fait les Vélib, ça c'est le design. Rudy Bord, qui est un graphiste qui a fait de la signalétique du Centre Pompidou, etc. Il faut voir les équipes. Les équipes qui sont mises en place sont vraiment des équipes d'experts reconnus. Donc ça, c'est le quai. Et ensuite, plus on monte à la surface, il faut vous imaginer que vous montez à la surface, et là, c'est l'identité spécifique de la gare qui, petit à petit, va s'imposer. Par exemple, pour caricaturer, je ne sais même pas s'il y en a, mais si c'est une gare en brique, vous quittez le quai où vous avez un volume qui vous rappelle l'identité du réseau, et plus vous montez, plus vous voyez, c'est la gare en brique, donc c'est la gare de telle ou telle commune. Mais le cahier des charges, pour vous répondre, il n'est pas basé sur l'idée de faire un signal ou de faire un franchising. C'est pas les boulangeries chez Paul. On n'a pas dit il faut que ça soit de cette couleur, etc. On a pris un parti différent et innovant de dire il y a des architectes différents, ça c'est la dimension urbaine. Nous, ce qu'on va porter, c'est l'expérience du voyageur. C'est-à-dire que ce qui va être mémorable, intéressant, agréable, confortable, c'est l'expérience du voyageur. C'est-à-dire que cette expérience du voyageur, parce qu'elle va être intuitive, parce que l'air sera de qualité, parce que l'acoustique sera excellente, parce que les matériaux seront pérennes et agréables à toucher, l'expérience du voyageur, ça sera une expérience qui signera les gares du Grand Paris. On va revenir sur votre expérience de Paris. Tout à l'heure, Monsieur Parent, vous avez dit que vous étiez un provincial, et c'est intéressant. Et à travers notre petit jeu, on va voir à quel point vous connaissez Paris et ô combien vous vous identifiez justement à ce Paris. À ces clichés peut-être. À ces clichés aussi, allons-y. Donc c'est un petit portrait chinois qu'on vous a concocté ce soir. Vous voulez pas choisir quelqu'un d'autre? Chaque invité pourra y participer. Vous n'êtes pas le seul. Première question de ce portrait chinois. Donc on va commencer par vous, Monsieur Parent. Si vous étiez une ligne de métro, vous seriez la ligne 6 pour son authenticité, pour sa hauteur de vue, pour sa vue sur le Paris historique et la Tour Eiffel. Vous seriez la ligne 14 pour sa rapidité, sa modernité. Ou enfin peut-être la ligne 3 bis, l'indépendance à tout prix, l'amour du bleu ciel peut-être. Mais non, je prendrais la ligne 14. D'accord. Monsieur Ferrier. Sans hésiter, la ligne 6, par contraste avec ce qu'on vient de dire sur les gares de la SGP, je pense que on a parlé de gouvernance, on a parlé de grandes infrastructures techniques ou de syndicats techniques. Je pense que ça fait partie de la ville. Parmi les plaisirs urbains, il y a les plaisirs de déplacement et la mise en scène, que ce soit extérieur ville ou intérieur ville, qu'on soit dans le wagon ou à l'extérieur, la mise en scène d'une infrastructure comme le métro est, je trouve, formidable dans ces quartiers de Paris. Parmi les plaisirs de Paris, il y a aussi les musées. Monsieur Liban, si vous étiez un musée de Paris, vous seriez le Louvre. Si les touristes y viennent si nombreux, c'est qu'il y a une raison, et puis un touriste, ça rapporte. Le musée du Quai Branly, Paris ouvert aux autres cultures. Le musée Carnavalet, l'évolution de la ville de Paris avant tout, du Moyen-Âge à nos jours. Et puis le Marais, c'est quand même sympa. Alors sans éviter le musée du Quai Branly, j'adore le jardin. J'adore le jardin qui précède l'entrée dans le musée, c'est absolument, je trouve, extraordinaire. Et on pouvait craindre au départ qu'il soit difficile à entretenir dans la durée. Je trouve que ce mur magnifique, et les annonces en plus des expos, et le jardin, quelque chose de vraiment extraordinaire. Et vous, Monsieur Parent, quel musée êtes-vous? Je suis Philippe. Monsieur Ferrier. Ce que je veux dire, c'est que la grande pyramide en soi elle est très séduisante, mais le Louvre, pour moi, un peu moins. Et je trouve que ce geste architectural et surtout voilà, ce que ça reflète. Un musée, toute la difficulté d'un musée, c'est d'inspirer l'extérieur, je trouve. Beaucoup plus que
Bon, après, les musées sont plus ou moins riches, mais c'est ce qu'on ressent à l'extérieur. Là, que ce soit la pyramide, mais surtout tout le musée du Quai Branly, c'est un bel exemple de ce qu'on sait faire. Monsieur Ferrier, pour la vie. Je suis obligé de me différencier. Donc, moi, j'aime beaucoup les petits musées, c'est-à-dire que l'avantage des musées de Carnavalet, c'est que le séjour qu'on y fait, le passage qu'on y fait, c'est à la mesure humaine et du temps. Enfin, moi, je ne passe pas des après-midi entières. Quand on est dans un musée, je trouve que 3 quarts d'heure, 1 heure, c'est parfait. Donc les petits musées ont ce site sympathique qu'on ne quitte pas, comme le Louvre, complètement frustré en disant j'ai rien vu. Je ne sais pas si vous êtes gourmand, mais moi oui. Du coup, la prochaine question, c'est sur les spécialités culinaires. Donc, Monsieur Yvain, si vous étiez une spécialité culinaire parisienne, vous seriez, je ne sais pas moi, le millefeuille. Je suis très gourmand. C'est l'opéra, moi. Oui, bah, opéra, sur la droite. Peut-être les 3 à la fois. Il y a le Paris-Brest. Paris-Brest parce que je suis breton. Paris-Brest parce que 80 TGV, millefeuille parce que millefeuille territorial, opéra parce que la liaison RER-A et ligne 7 est quand même assez pratique. Donc les 3 Oui. Bon. Monsieur Ferrier. Moi, je suis pas gourmand. Ah. Je suis plutôt café après le. Bon. Dernière question. Dernière question. Si vous étiez une banlieue parisienne, ce serait, Monsieur Parent, la Défense, un peu glauque, mais il y a la ligne 1. Il va falloir que je vous explique. Ou bien Cergy, un peu loin, mais il y a de bonnes écoles. Ou bien Marne-la-Vallée, par amour pour Mickey. Oui, c'était à vous. Non, mais moi je vous ai déjà répondu. Mais par contre, il va vraiment falloir que je vous explique. Parce que, en plus, moi j'ai travaillé à la Défense. Dans ce que vous montrez, l'Arche, pour moi le plus désagréable au monde, pendant un certain temps. Vraiment, désagréable. J'ai juré de ne plus jamais y mettre les pieds, j'ai parcouru le monde entier sans jamais y remettre les pieds. Vraiment, ça s'est passé pendant 10 ans comme ça. Aujourd'hui, honnêtement, je trouve que d'abord les choses se sont beaucoup améliorées. Le sentiment d'insécurité? Oui, enfin, c'est pas l'endroit le plus insécure de Paris. Non, je disais, est-ce que c'est ça qui s'est amélioré? Non, ce qui s'est beaucoup amélioré, c'est je trouve que l'ensemble de tout, par rapport à ce que j'ai vu ailleurs. Une fois, on se compare souvent à Carnaval, on peut aussi se comparer à Singapour, enfin bon. Vous allez dans ces endroits-là, c'est aussi dense en objets, mais on ne sent pas de diversité. Alors, tout particulièrement, ça doit être fait par des grands. C'est très froid. Oui, sauf qu'ils ont réussi à provoquer une animation dessus qui fait qu'aujourd'hui, il y a plus de monde le samedi soir qu'il y en a pendant la semaine. Donc ça, c'est ce qu'on n'a pas réussi à la Défense. Le mystère, le secret de tout ça, c'est que, sans doute, il faut faire des choses sur la plateforme, vous y vivez, enfin, peut-être une partie de votre temps, mais il faut surtout faire en sorte que tout ce milieu urbain très riche, qui, à la Défense, court entre midi et 2, dans le parc et les voisins. Qui, à la sortie du bureau à la Défense, ne reprend pas son petit métro pour aller très vite dans sa petite banlieue ou dans son petit logement parisien, mais va au théâtre des Amandiers, qui est exactement à 1 kilomètre. Qui va à la piscine de Nanterre Université, parce que sinon je les rencontrerai, et comme j'y suis tout seul et que c'est la seule piscine de la région de France, qui à la Défense fait l'effort de faire les 5 minutes pour aller dans cette piscine. Bon, ce que je veux dire, c'est que le jour où on découvrira que les défensiens, les commuteurs de tous les jours, les mêmes que ceux qui faisaient le pont de Londres et qui ont amené les spectacles désastreux des gens avec des chapeaux de melon arrivant en finalette en brouillard le matin et repartant aussi sec le soir. Comment ils ont transformé ça en social? Ils ont ouvert des pubs. Le jour où les défensiens comprendront qu'ils sont dans un milieu urbain extrêmement riche, le plus riche, sans doute le plus riche de la région francilienne en termes d'aménité, parce que par définition, la Défense a déversé des tombereaux d'argent sur tout cet endroit. Ce jour-là, vous comprendrez qu'en la Défense, on peut y vivre extrêmement bien, et notamment dans la péri-défense. Mais pourquoi on n'a rien fait, en fait? Pourquoi il n'y a pas de boîte à la Défense? Pourquoi il n'y a que 1 ou 2 pubs qui coûtent très cher? Pourquoi on attend encore, en fait? Il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de quoi à la Défense? De boîte? De boîte? Ça de City Rock, enfin de... Non, il n'y a pas de boîte à la Défense pour l'instant, parce que, pour rentrer maintenant, le modèle économique, je pourrais parler,
Le modèle économique de l'établissement public, sous la conduite de l'État, c'est comme une entreprise. Pourquoi l'entreprise ne sert pas des BMW à l'ensemble de ses salariés? Parce qu'il y a une petite contrainte économique au bout de cette entreprise et l'histoire. Nous, dans nos gènes, nous devons faire les 2,5 milliards, 3 milliards d'investissements sans un sou du contribuable. Je vous le répète, sans un sou du contribuable. C'est l'un des rares endroits en France où le contribuable n'a rien payé. Les circulations souterraines pour aller est-ouest, région Île-de-France, au sommet de la dalle, tout cela a été fait sans engagement du contribuable et remis aux communes. Donc, si vous voulez, il y a un moment où vous vous posez la question de savoir si l'argent que vous gagnez, vous le réinvestissez dans des espaces publics compliqués, ou si vous, effectivement, à des taux de rentabilité extrêmement faibles, voire même négatifs, vous construisez dans les souterrains des boîtes. Seules les collectivités locales sont capables de le faire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, vous connaissez un peu l'histoire, le président de facto et sa directrice générale, qui sont des élus. Pour le public, de facto, est-ce que vous pouvez... De facto, c'est la structure qui gère en fait, toute l'animation, la signalétique et tout ça. C'est pas nous qui le faisons. Eux, ils sont capables de le faire parce qu'ils ont une conception du territoire communal, par exemple, ou départemental, qui fait que même si ça coûte, en termes d'intérêt général, ça serait beaucoup mieux s'il y avait des boîtes et s'il y en a pas. Donc il y aura des boîtes à la Défense un jour. Mais il ne faut pas rêver. C'est un truc qui a été construit en 60 ans. C'est comme le Concorde. Hein. C'est technologiquement extraordinaire. C'est fantastique. C'est le génie des ingénieurs français que d'avoir réalisé ça. Parce que pendant très longtemps, c'était une ingénierie d'État. Mais on ne peut plus y faire ce qu'on a fait, par exemple, à Londres. On ne peut plus y faire. Donc on peut faire autour. C'est tout l'enjeu de ce qui se passe autour. Donc, alors, j'ai visité une boîte clandestine à la Défense. Ah oui. Qui est une boîte, littéralement, au sens propre du terme, puisque c'est une boîte qui avait été creusée sous les 4 temps à l'origine pour prolonger la ligne 1 du métro, ce qu'on appelle la gare fantôme. Une gare fantôme. Qui n'a jamais été utilisée, puisque finalement la ligne 1 s'est faite sous leur transport et qui a servi pas mal de soirées et vous y étiez ces dernières années, mais que nous allons utiliser. On peut peut-être prendre quelques minutes pour finir ce débat, pour parler du pari, du pari habité, du bien habité. Si pour Louis-Victor cela passe indéniablement par des boîtes de nuit, peut-être que d'autres franciliens ont d'autres préoccupations. Parlons logement, éventuellement. Donc, le Grand Paris, la métropole du Grand Paris prévoit la création de 70 000 logements, contre environ 45 000 aujourd'hui. Ces ateliers, je sais qu'il y a beaucoup d'ateliers, d'architectes, même d'ateliers qui pensent justement ce grand Paris du logement, qui doivent présenter aux élus franciliens les sites retenus pour accueillir les grandes opérations immobilières, etc. Monsieur Ferrier, c'est plutôt une question pour vous. Comment est-ce qu'on pourra concilier les demandes de beau, de durable, les demandes économiques, confortables des citoyens pour créer quand même 70 000 logements par an? C'est une grande question. J'aimerais, puisque là on a des étudiants, j'imagine, parmi le public et vous-même, j'aimerais insister sur le fait que les questions financières, quand on parle de logement, quand on parle d'architecture, mais restons sur le logement, elles ont un impact formidable sur ce que va être le logement. Et les architectes, aujourd'hui, mais les maîtres d'ouvrage aussi, hein, parce que les maîtres d'ouvrage publics, les offices d'HLM, etc., s'en plaignent. C'est-à-dire qu'il y a une équation financière qui fait que vous allez avoir des matériaux de médiocre qualité, des fenêtres en PVC, des petites pièces, etc., qui part au départ d'un montage qui est, pour moi, en tout cas qui suis architecte, complètement virtuel, puisqu'il est financier, mais qui très concrètement, à l'arrivée, dans des logements, alors que dans d'autres économies, d'autres pays européens, parce que, mais je ne suis pas spécialiste, mais tel pourcentage, telle durée d'amortissement, tel entretien, ce sont des chiffres que l'on change, et soudainement vous avez 10, 15%, 20% de plus au mètre carré à la construction, et 10 ou 15% de plus, c'est un autre logement. C'est vraiment, c'est-à-dire qu'entre un beau logement, puisque vous parlez de beau, un logement durable, un logement pérenne et un logement médiocre, la différence de coût, elle est de cet ordre-là. Donc ça,
c'est un point extrêmement important. La deuxième chose, c'est que Paris intramuros est une des villes les plus denses du monde. C'est 20 000 habitants au kilomètre carré en moyenne, c'est 40 000 habitants au kilomètre carré dans 3 ou 4 arrondissements qui sont des densités asiatiques de type Hong Kong, etc. Donc l'enjeu des logements, évidemment, il est de l'autre côté du périphérique, et l'enjeu des logements, il est d'inventer, de profiter justement des nouveaux modes de transport, des potentialités de territoire pour proposer des logements où on ne va pas faire des logements par défaut. Je pense que le problème, c'est pas de dire j'habite là parce que je n'ai pas les moyens d'habiter dans Paris intramuros, qui est quand même un problème hein, dans l'imaginaire des gens, mais j'habite là parce que je trouve des qualités à mon quartier et à mon logement qui serait impossible de trouver dans Paris intramuros parce que justement c'est la densité, il y a d'autres qualités, c'est l'adresse, etc. Mais si vous voulez avoir un rapport au ciel, un rapport à la nature, un rapport à des services, etc., je pense qu'il y a une carte à jouer pour ces futurs logements en affirmant une identité métropolitaine, francilienne, et en ne faisant pas. Il y a une époque, tu te souviens Philippe, il y avait des opérations immobilières dans des mairies, dans des communes adjacentes, c'était toujours le 21e arrondissement. Le panneau du promoteur, c'était ici, le 21e arrondissement, et on voyait du néo-haussmannien. Hein, des fausses lucarnes, des machins, etc. Ça, c'est catastrophique. Donc je pense que les chantiers de logement à venir, ils doivent développer les possibilités des transports de moins de densité et de plus, effectivement, de durabilité. Et est-ce que d'après vous, on peut bien habiter une tour de logement à Paris? Parce que c'est pas dans la culture française. Oui, dans le Grand Paris, oui, je parle pas de Paris. Alors, les tours, moi je suis assez d'accord avec lui, parents. Moi je pense que la Défense, moi j'aimerais bien habiter dans une tour de bureau, vraiment la Défense qui serait transformée en logement, sous réserve qu'il y ait effectivement sur la dalle un tout petit peu plus, mais d'animation. Après c'est la poule et l'œuf, hein, mais ça pour le coup ça peut changer très vite, un peu plus de restaurants, etc. Je pense que je parlais de carte postale tout à l'heure, je pense que dans les communes, autant dans Paris, je ne vois pas d'intérêt, pour les raisons mêmes que j'ai dites, c'est-à-dire Paris c'est déjà une ville très dense. Pour moi, l'idée de la hauteur, mais de la hauteur moyenne, il y avait une exposition au pavillon de l'Arsenal il y a quelques années qui s'appelait la tour européenne, c'était parfait, c'est-à-dire quand on parle de tour, ça peut être une tour de 50 mètres de haut, il y en a en Nanterre, les gens appellent ça des tours, ça peut être la Burj Dubaï qui fait 800 mètres, donc on parle de choses différentes. Moi je crois que à certains endroits, et certainement près des gares, qu'il y ait des points de densité avec des bâtiments qui concilient, pourquoi pas d'ailleurs, les résidences étudiants. Moi j'ai construit 2 résidences étudiants qui sont à 50 mètres de haut, c'est absolument parfait. Il y a des projets pour d'ailleurs les résidences étudiants parce que vous consommez peu de foncier, vous êtes près de la gare, etc. Donc je pense que oui, on peut facilement habiter des tours, mais de hauteur raisonnable. Là, on ne parle pas du record à la hauteur qui est complètement, pour moi, has-been. Donc on parle voilà, de tours entre 50 et 120 mètres, on va dire, avec pourquoi pas à côté de gares, avec une belle vue. Absolument à côté d'une gare. Oui, parce qu'il faut absolument. Ça, c'est la règle, c'est-à-dire que les points de densité, Philippe pourrait parler des projets d'aménagement au-dessus des gares, mais les points de densité, il faut qu'ils soient dans un rayon à pied de la gare, parce que sinon, là, on perd le fil de l'histoire qu'on est en train de bâtir sur le Grand Paris. Mais est-ce que c'est vraiment possible, après vous? Est-ce que ça peut être dans la culture des habitants du Grand Paris de se dire bah oui, pourquoi pas, c'est vrai qu'il y a une belle vue, si c'est pas, si c'est plutôt confortable, ça, pourquoi pas? Parce qu'on a l'impression qu'il y a quand même une peur, il y a cette peur de la tour HLM, de cette image aussi de la tour de logement. Est-ce que vous pensez qu'elle est facilement modifiable, cette... Vous avez vraiment, c'est une question de culture. Si vous allez à New York, dans Manhattan, la question ne se pose pas. Une des principales raisons, c'est l'accroche au sol et à l'espace public. C'est-à-dire que là aussi, c'est un peu l'histoire française. Parce qu'il y a des commerces en bas, parler des ingénieurs. On a été victime du côté formidable de nos ingénieurs qui ont amené toutes les innovations en paquet et qui ont fait que la tour s'est quand même retrouvée un peu sur une dalle ou sur une plateforme, même de la tour Montparnasse,
Et au niveau Il essaie du de sol, détecter de son quartier. elle donne l'impression d'être sur une map. C'est-à-dire que le parvis de Montparnasse est conçu de façon un peu à chasser l'espace public. Moi, je crois que si les tours sont clairement ancrées ont une adresse sur la rue, si elles ne sont pas très hautes, parce que jusqu'à 120 mètres, vous citiez 120 mètres, vous n'avez aucun problème à ouvrir votre fenêtre, à sortir sur un balcon, donc mettre en ventilation naturelle, etc. Là aussi, les choses peuvent bouger rapidement. N'hésitez pas à préparer vos questions si vous en avez. Monsieur Parent, vous vouliez réagir tout à l'heure, donc je vous laisse la parole. Oui, non, je comprends très bien que le débat d'aujourd'hui, déjà on l'a vu sur certains exemples, mais encore plus demain sur la forme urbaine, Oui. de l'habitat notamment. En France, c'est une vraie question qui se pose beaucoup moins ailleurs. C'est très étonnant comme cette question de la tour, et vous avez été plus loin, vous avez la tour HLM, ça c'est le truc. Oui, c'est le terme qu'on emploie. Bon, d'abord toutes les tours ne sont pas HLM, de par le monde, il y a quand même, voilà, il y a une forme urbaine ou pas qu'on accepte ou pas. Moi, je voudrais appeler l'attention quand même, j'ai beaucoup évolué sur cette question parce que j'adore les petits villages, toute la place est merveilleux, les quartiers de Paris, les projets qui passent, c'est génial, même si encore une fois c'est très dense et il ne faut pas oublier que c'était pour l'époque déjà suffisamment haut, c'était très haut déjà. Mais par rapport aux Yéménites qui 1000 ans avant avaient déjà construit des immeubles beaucoup plus hauts, c'était pas grand-chose. Premièrement, je pense qu'aujourd'hui, nous avons par rapport au monde qui bouge une posture qui est une posture inquiétante. Non pas dans le fait qu'on pourrait faire des tours partout, ça serait inquiétant aussi, mais le refus de la tour, dans des endroits, franchement, au milieu de la porte de Versailles, c'est inquiétant parce que tous les peuples, toutes les nations, toutes les communautés, toutes les agglomérations qui veulent s'affirmer au monde, et vous regardez tous les pays qui sont aujourd'hui des pays émergents, qui sont en train de nous déplacer, tous construisent en hauteur. Premier point. Donc, je pose cette question, elle est philosophique. Deuxièmement, est-ce que c'est une réticence de fond et c'est inquiétant ou est-ce que c'est simplement un choix? Je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Deuxièmement, les problèmes auxquels on est confrontés dans la ville de demain, ils sont, d'une part, réduire le temps de transport pour augmenter la vie, le contact, la rencontre. Donc il faut bien mettre plus de gens au même endroit, sinon vous n'avez pas d'autre choix qu'étalement urbain. Deuxième élément, toute la question environnementale, énergie, et notamment énergie. Vous n'avez pas d'autre solution quand vous avez un seul objet dans lequel il y a 500 personnes, c'est-à-dire 200 ménages. Eh bien, en 5 ans, vous réduisez 20% la dépense énergétique sur un seul objet, alors que si vous mettez les 500 maisons de ces gens-là, vous mettrez 50 ans. Troisièmement, les gens ont besoin d'espace aujourd'hui pour se voir, pour se rencontrer. Donc ce qui compte, c'est la façon dont le sol est habité, exemple New York, mais exemple aussi les Chinois à Shanghai. Et nous, on n'a jamais su faire, parce qu'on n'a jamais voulu réfléchir à une ville qui serait une ville en hauteur. On ne veut pas y penser. Tous nos architectes français dessinent partout dans le monde des tours. Donc on a un savoir-faire quand même. Moi, quand je suis arrivé, j'ai constaté un truc à la Défense, c'est que nous vendions des charges foncières, et normalement, nous avons le choix du projet architectural, lorsque c'est un choix nouveau qu'on vend, on ne vend pas. Je n'ai pas trouvé dans les traces, dans le leg, je n'ai pas trouvé de traces d'une préconisation, voire même une prescription absolue. Ouvrez les pieds de tour au public. Donnez-leur une fonction sociale, comme partout à nouveau. Mais on ne fait toujours pas la Défense. Depuis 3 ans, regardez ce qui se construit. Vous verrez des magasins partout, en pied de tour, désormais. Il y a des cafés qui vont se faire dans tous les nouveaux bâtiments. C'est totalement insuffisant, parce que moi, je crois beaucoup plus aujourd'hui à rendre public des espaces privés, qu'à faire en sorte qu'il y ait espace privé, espace public. Parce que ça tue une ville. Donc je pense que la question de la tour, elle peut être résolue en matière de logement, dès lors qu'on aura compris qu'il y a des choses qui marchent formidablement bien dans le monde entier, et que finalement, ce qui nous caractérise en France et la demande des jeunes, c'est notamment des lieux de contact, des lieux de rendez-vous, des lieux alternatifs, ça se construit la plupart du temps dans des endroits denses, et notamment au pied des tours. Mais il faut réfléchir, il faut avoir le courage d'affronter le problème, de ne pas le refuser idéologiquement, et de se dire, ok, alors maintenant, qu'est-ce qui s'est fait bien dans le monde? Et on impose que ça se fasse de la même façon chez nous. Merci messieurs pour cet échange très intéressant. Passons désormais aux questions du public. N'hésitez pas à vous lever, vous présenter et avoir une seule question conseillée s'il vous plaît. Sur Saclay, j'imagine. Bonjour, Béatrice Molmacoq, journaliste avec de l'entreprise sur le nord-ouest de l'Île-de-France et plus spécifiquement dans la région de Cergy.
Je souhaiterais avoir une réponse un peu plus précise sur le tracé qui ne va pas jusqu'à Cergy. Parce que moi, me dire qu'on ne va pas assez loin alors qu'on va jusqu'à Saclay, je veux bien, mais je pense qu'il y a eu un vrai blocage sur ce tracé. Alors, en plus, ce tracé dessert assez mal l'aéroport de Roissy, alors qu'il dessert très bien l'aéroport. Bah, attendez, une seule ligne de métro et CDG Express qui n'est pas encore là. Et en plus, la ligne de métro avec un changement par ce marché. Voilà. Donc, c'est une question précise, s'il vous plaît. Voilà. Donc, et puis, je voulais quand même aussi répondre que je ne pense pas que ce soit dans l'imaginaire des gens le fait qu'ils soient obligés d'aller en banlieue. C'est vraiment parce qu'ils ne peuvent plus habiter à Paris. Et ça, c'est une petite remarque. Monsieur Hénin. Que je fais à M. Paris. Voilà. Mais bon, ça, je voudrais quand même une réponse de M. Hidlin. Moi, j'ai connu l'arrivée du RER à Cergy. Ben oui, justement, il est connecté. Alors, quand j'étais étudiant à l'école, c'est un mode de transport extraordinaire. D'accord, mais... Bon, on ne va pas créer non plus 10 000 modes de transport lourd partout. D'avoir un mode de transport lourd pour la ville nouvelle de Cergy, plus la ligne du Transilien qui est à Pontoise, c'est quand même pas mal. Mais on ne peut pas non plus multiplier les lignes à l'infini partout. Vous parlez de Saclay. Les Saclay, il n'y a aucun mode de transport lourd, puisque les deux modes de transport lourd sont dans les vallées, le B et le C. Donc, si on veut réussir le cluster de Saclay, qui est un enjeu national extraordinaire, l'enjeu, c'est être dans les 10 premières universités mondiales en matière scientifique. Donc il n'y a aucun c'est un enjeu, attendez, laissez-moi répondre. C'est un enjeu extraordinaire. Donc ça, on a absolument besoin d'un mode de transport lourd sur le plateau de Saclay. Ça, c'est absolument fondamental. Après, sur Roissy, il y a le RER B qui arrive aujourd'hui, qui est connecté avec le TGV. On va créer une ligne de métro automatique qui a 3 avantages considérables par rapport au Charles de Gaulle-Express. Je ne suis pas contre le Charles de Gaulle-Express, c'est un autre projet. Un projet qui existe dans beaucoup de grandes métropoles mondiales, qui relie directement l'aéroport principal au cœur de la capitale. Ça, c'est un projet, ce n'est pas le nôtre, il est porté par ADP et RFF, et j'espère qu'il se fera. La ligne 17, elle a 3 avantages majeurs. On a un phénomène essentiel à l'heure de la transition énergétique et écologique. 80% des transports sur les 2 plateformes aéroportuaires de Roissy et d'Orly se font par voiture individuelle aujourd'hui. On est les plus mauvais dans le monde à cet égard. Donc il y a un enjeu essentiel à renforcer l'offre. Donc un transport pour les salariés qui ont aujourd'hui beaucoup de mal à rejoindre les places. C'est 90 000 emplois, la plateforme de Roissy. Donc offrir un mode de transport pour les salariés. 2, pour les voyageurs évidemment de l'aéroport, avec en plus l'avantage c'est que la ligne 17, elle anticipe déjà la chance que nous avons en France, c'est-à-dire une plateforme aéroportuaire européenne qui va devenir inévitablement la première, parce que c'est la seule à avoir de la réserve de capacité. 60 millions de voyageurs aujourd'hui, 90 millions possibles, et donc une plateforme, Londres n'a absolument pas les mêmes capacités. Merci. Et troisièmement, cette ligne 17, c'est une ligne pour soutenir justement le développement économique de tout ce corridor entre Paris et Roissy, le secteur de Saint-Denis-de-Vienne qui sera un des secteurs majeurs de développement demain en Île-de-France, le secteur du Bourget, le triangle de Venette, le parc des expositions et le Grand Roissy. Donc c'est une ligne en plus qui a un triple avantage. Merci. Peut-être on va passer à une autre question. Madame, on peut poser des questions juste après le débat. Donc, si vous avez une autre question, là-bas, peut-être non ? Ah, très bien, monsieur. Adjugé. Bonjour, je suis étudiant en école d'ingénieur, pas à l'ESSEC. Ma question s'adresse à Monsieur Ferrier. Vous avez parlé notamment de tout l'aménagement autour des nouvelles gares qui sont des nouvelles zones de centralité. Effectivement, je pense que c'est un des enjeux majeurs. Est-ce qu'il y a déjà des initiatives qui sont prévues pour organiser tout cet aménagement, style des micros et Vanessa donc est-ce que vous allez superviser cet aménagement et aider à ce que
les quartiers de gare deviennent effectivement des zones majeures de nouvelles centralités dans le Grand Paris. C'est peut-être M. Yvain qui... Bon, je peux dire un mot qui est complété par ce qui est dit. C'est évident que ce projet de Grand Paris Express, c'est un projet de transport extraordinaire. En créant cette offre nouvelle, grâce aux interconnexions et à l'intermodalité, on n'a pas parlé d'intermodalité, mais c'est un enjeu majeur, évidemment. L'intermodalité numérique et électrique de demain, où évidemment sans plus aucun type de transport, vous passerez du métro à votre voiture automatique sans pilote ou à votre vélo électrique. Et puis au-delà, c'est évidemment un grand projet d'aménagement urbain. 68 gares, 800 mètres autour des gares, c'est le rayon d'attraction naturelle des gares. Jacques le disait tout à l'heure, 10 minutes à pied, ça fait 140 km², c'est-à-dire une fois et demie la surface de Paris. Ça ne veut pas dire qu'on va transformer totalement l'espace urbain, mais ça donne une idée évidemment du potentiel. Alors après, il y a une question de volontarisme aussi, politique évidemment, pour prendre en main cet aménagement. Il faut des élus qui aient envie, qui aient une ambition forte pour porter cette transformation urbaine et créer de nouvelles centralités dans la métropole parisienne. Ça ne veut pas dire du tout que ça viendra en concurrence avec des quartiers comme la Défense qui ont leur propre dynamique internationale qui est absolument incomparable. Mais on a des occasions de créer des nouvelles centralités. Il ne s'agit pas de tartiner du bureau partout. Ça n'aurait aucun sens d'aller créer des zones d'activité de bureau partout. Mais il y a certains des pôles, parmi les plus importants, qui peuvent être des pôles très forts de développement économique. Et dans la plupart des quartiers des gares, de créer des quartiers mixtes d'habitat, de développement, d'activités, de commerce, de services, donc des quartiers de développement durable, ce qu'on appelle aujourd'hui la ville intelligente et durable, avec beaucoup d'innovations urbaines. On a une chance extraordinaire de transformer la métropole parisienne en prenant en main l'aménagement de ces quartiers de gares. Est-ce que vous avez peut-être une dernière question? N'hésitez pas, mademoiselle. N'hésitez pas à vous lever, à vous présenter. Bonsoir, Hélène Etienne, ancienne de l'ESSEC, aussi ancienne des Mardis. Bonsoir. Je travaille actuellement dans le domaine de la vie durable. Vous avez beaucoup parlé de mobilité, d'architecture. L'un des enjeux de la vie durable d'aujourd'hui et de demain, c'est la biodiversité et le retour de la nature en ville. On n'a pas du tout évoqué ce sujet ce soir. Donc, j'aurais souhaité savoir en quoi le projet du Grand Paris est un projet vert qui s'inscrit dans la dynamique de transition énergétique et surtout écologique qui est d'ailleurs portée par le gouvernement dans la post-COP21. Voilà. Alors, nous avons samedi lancé le kilomètre 1 à la gare de Clamart. Et parmi les multiples événements festifs qui étaient organisés, il y avait aussi des débats, il y avait des réflexions. J'ai moi-même participé au débat justement sur le thème de la biodiversité en ville, dont on a voulu faire un symbole fort des gares du Grand Paris, puisque dans le cahier des charges que j'ai rédigé, on a demandé à ce qu'il y ait un arbre, dit arbre du Grand Paris, Polonia en l'occurrence, qui soit planté sur le parvis. Alors tout de suite, il y a des sujets de débat, les gens me disent mais pourquoi un arbre? Pourquoi un arbre? Parce que la SGP n'a pas vocation à refaire les espaces urbains de la ville. Toutes les villes dans lesquelles on s'insère ont leurs arbres, leurs parcs, leurs projets paysagers, etc. Mais il était essentiel pour nous de relier aussi le projet de gare, une fois encore un projet souterrain, un projet d'infrastructure, avec cette idée de biodiversité. On a maintenant donné une nouvelle dimension, c'était le lancement aussi samedi, au cours de cet événement, à ce projet d'arbre, en partageant, Philippe parlait de concertation citoyenne tout à l'heure, là maintenant ça passe dans la main, je dirais, des artistes et des interventions culturelles, on n'en a pas parlé, mais c'est une dimension fondamentale aussi du projet que porte la SGP. Je crois que, enfin, c'est pas que je crois, on est sûr que c'est le plus grand projet européen aujourd'hui d'intervention culturelle sur un équipement public, puisque les 68 gares donneront lieu à des interventions d'artistes. Mais là, il y a un artiste, Thierry Boutonnier, qui a récupéré cette idée de l'arbre
et qui fait que cet arbre, dont le premier sera installé en 2022 pour la première gare, ces arbres vont aller de maison en maison dans les communes où vont s'implanter les gares. Donc toujours on est dans l'ordre du symbolique, de la culture, mais c'est ce qui faut avancer les choses. Si vous aviez été à Clamart samedi, vous auriez vu l'intensité et le plaisir du débat des habitants qui, avec cette idée d'arbres qu'ils vont pouvoir accueillir pendant quelques mois, chez eux à chaque fois il va y avoir évidemment de la communication autour, prennent conscience tout de suite de ces enjeux de biodiversité, de nature, etc. Enfin, pour conclure, dans mes projets en général, je me fixe toujours comme objectif que chaque bâtiment aujourd'hui dans les grandes métropoles doit être porteur de son propre paysage, ne fût-ce qu'un fragment, et c'est également le message qu'on fait passer avec les gares du Grand Paris. Alors vous verrez, il y a un certain nombre des bâtiments qui vont être construits, que ce soit d'ailleurs des gares ou des sites industriels qui vont porter cet enjeu de la biodiversité. Je pense notamment au projet actuel de la gare de Bois-Colombes qui comprend une ferme écologique sur son toit, au projet du site de maintenance et de remisage de Champigny qui va être un très grand site industriel de la ligne 15. Une fois qu'il s'est achevé, on va recouvrir la partie qui n'est pas fragile, je dirais, des tunnels, pour en faire également des jardins donnés à des associations de solidarité. Donc, il y a un certain nombre d'exemples de ça que vous pouvez me citer. Il y a un autre enjeu majeur en termes écologiques qui est de créer une filière de la valorisation des terres en Île-de-France. C'est un enjeu essentiel. Depuis toujours, le traitement des terres a été assez négligé. Et l'industrie du bâtiment et des travaux publics, je dirais, n'y accordait pas une importance majeure. La loi de transition énergétique fixe un objectif de 70% de valorisation des terres. Un objectif très ambitieux, on en est très loin aujourd'hui. Nous, on voudrait que ce soit un minimum pour notre propre projet. On va, en principe, sortir 43 millions de tonnes de terre. C'est absolument gigantesque. Ça fait 20 millions de mètres cubes. Et donc, je voudrais développer un projet écologique autour de ce sujet à 3 dimensions. Et la traçabilité des terres, ça ne s'est jamais fait à cette échelle. C'est-à-dire, c'est un peu comme ce qu'on a connu il y a quelques années avec la viande. Assurer une traçabilité totale, depuis l'extraction jusqu'à la destination finale. Il y a eu beaucoup de scandales, savoir où on mettait les terres polluées, etc. Bon, assurer une transparence. Deuxièmement, développer des modes alternatifs aux camions. Aujourd'hui, la plupart des chantiers de travaux publics, l'évacuation des déchets se fait par camion. Donc, utiliser au maximum le rail et la voie d'eau. Et troisièmement, c'est le plus important, utiliser à la fois le volume énorme de ces terres et la durée du chantier pour créer en Île-de-France une grande filière de valorisation des déchets. On voit à travers certaines entreprises qui existent déjà, l'ingéniosité des ingénieurs de ces entreprises, qu'on peut recycler jusqu'à 80-85% des terres pour les remettre dans l'économie. Donc créer une économie circulaire des terres. Il y a aussi, bien entendu, tous les aménagements paysagers qu'on peut réaliser à partir des terres. Il y a beaucoup de villes qui cherchent des terres pour faire des parcs, par exemple. Il y a aussi la création de terres végétalisées. Aujourd'hui, on est très importateur de terres végétalisées en Île-de-France. On importe beaucoup de terres pour mettre des géraniums sur votre balcon, ou votre ville, pour entretenir son parc, utilise beaucoup de terres végétalisées. C'est un secteur économique très important. Et on peut produire de la terre végétalisée plutôt que d'en importer. Je peux multiplier comme ça les... Merci, M. Evin. C'est un... Je sais que M. Parent voulait ajouter un dernier mot. On pourrait prolonger d'ailleurs ces discussions sur la dimension écologique du projet, qui est absolument passionnante. Oui, pour répondre à madame, je voudrais revenir sur quelque chose. On ne peut pas réduire le débat que vous souhaitiez engager sur le Grand Paris de demain au réseau de transport de demain. Et d'ailleurs, c'est une erreur qu'il faut... Voilà. Mais on ne peut pas non plus réduire ce réseau de transport à simplement la résolution de problèmes pratiques que connaissent les franciliens. C'est beaucoup plus que ça, par la soudaineté du développement des idées au même moment, pratiquement, dans l'ensemble de la région parisienne. Ça a un effet déclencheur considérable. Je reviens sur votre question ou sur votre remarque. C'est qu'aujourd'hui, quand on déclenche de façon aussi massive autant de projets de redéveloppement urbain ou de développement urbain,
on intègre des choses qui, il y a encore 5 ans, on n'aurait jamais intégrées, c'est-à-dire notamment la biodiversité, le développement durable. Donc on a une occasion d'avoir non pas une feuille blanche, mais en tout cas dans 68 endroits, et je le vois à la Défense, donc c'est assez étonnant parce que la gare de la Folie, la gare des Gros, enfin ce qu'on veut, qui est vraiment contiguë à la Défense, qui va être un élément très fort, elle va démarrer 7 ans avant, enfin 5 ans avant en tout cas, l'arrivée de la SGP, puisque c'est l'arrivée des halls, c'est la conjonction entre les halls. Si on a déclenché les Gros il y a un mois, qui va être la plus grosse opération d'aménagement en première couronne parisienne pour les 10 ans qui viennent, quand même. C'est 5 logements, c'est énorme. On l'a fait parce que la SGP et parce que EOL arrivaient. Mais ce qui est important, c'est que ça nous amène à nous dire qu'on a les moyens de créer le premier quartier à énergie positive à l'échelle d'un quartier en France. Ça n'existe pas jusqu'à maintenant. Ça ne serait jamais arrivé s'il n'y avait pas ces effets déclencheurs. Je suis sûr qu'il va y avoir des dizaines d'endroits à Paris dans lesquels c'est une occasion de repenser la ville, et c'est donc une occasion d'introduire ce qui est ressorti, la COP21 et des tas d'autres remarques sur le développement urbain, qui jusqu'à maintenant, nulle part dans le monde pratiquement, ne fait l'objet d'un tel choc culturel. Là, il faut réinventer la manière de faire la ville, l'occasion est donnée par l'arrivée des gares, et donc les élus, l'État, enfin toutes les associations, tout le monde se démène pour trouver quelque chose de complètement nouveau à grande échelle. C'est pour ça que le Grand Paris Express a une importance, certes, il a résolu des problèmes de transport, mais c'est pas ça, pour moi, l'essentiel, si on se replonge dans notre débat, qui était en quoi ce réseau de transport va faire le Grand Paris de demain. Il va faire le Grand Paris de demain par les énergies incroyables qui vont se développer dans les 5 ans à venir sur les aménagements. Messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation, merci d'avoir pris le temps de venir échanger avec nous.